Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bon, élection partielle, on pouvait le craindre du côté du Parti libéral et ça s'est confirmé. Ça n'a pas été une bonne soirée pour M. Trudeau. Une très mauvaise soirée pour M. Trudeau qui perd son château fort dans La Salle-et-Mort-Verdun. Ça a compté jusqu'à très, très tard pendant la nuit, Mario. On parle de 3 heures du matin qu'on a eu un résultat final. 3 heures du matin, résultat final. Et c'est le Bloc québécois avec Louis-Philippe Sauvé qui remporte la circonscription avec 28% des voix. C'est très serré, là. Les libéraux sont arrivés quand même deuxième avec Laura Palestini à 27,2% des voix. Craig Sauvé du NPD, 26,1%. On parle d'un taux de participation, Mario, de 39,66%. Et quand on dit que ça a été vraiment une mauvaise soirée pour les libéraux, le NPD a gardé son château fort au Manitoba, Downwood, Transcona, et les libéraux n'étaient pas du tout dans le mix, là, pour reprendre une expression du Canadien hier. Les conservateurs sont deuxièmes à 44%, et Ian McIntyre des libéraux, 4,8% seulement. Au Manitoba, c'est un remarque que ce comté là a jamais été libéral vraiment. Il faudrait remonter très très loin dans l'histoire. Les libéraux à la dernière élection, je pense qu'il a fait 12%, mais c'est sûr que quand le parti gouvernemental fait en bas de 5%, tu te dis OK, il n'y a plus personne de libéral, il n'y a plus personne qui vote libéral dans ce coin-là. Si on fait le bilan de la soirée. Excellente soirée pour le Bloc. Là. Pour le Bloc, gagner dans l'ouest de Montréal, c'est presque de l'impensable. On comprend qu'ils se sont faufilés, tu viens de le dire. Le Bloc a gagné avec 28%. Le Bloc n'a pas eu 50% du vote, ce qui serait impossible dans l'ouest de Montréal. Le Bloc a gagné à 28%, mais le vote étant divisé en 3, tu sais, ils se sont faufilés avec leur 28, ça a été assez pour gagner. Quand même, je dirais une excellente soirée pour le NPD, là, qui garde son château fort avec pas une grosse marge, mais une petite marge, moyennement confortable, 4% sur les conservateurs, et qui est très compétitif à Montréal, qui passe proche de gagner à Montréal, à 2% près. Pas une super soirée pour Pierre Poilievre, dans le fond, que lui, il fallait c'est ce que Stephen Harper avait réussi comme exploit, là, de voler ce château fort néo-démocrate, là, il y a un peu plus de 10 ans, lui, il l'a pas réussi, là. Donc, Pierre Poilievre alors que les sondages nationaux semblent lui donner des avances énormes. Moi, ça m'a même dit hier, les conservateurs, 21 points d'avance. Est-ce que les sondages sont un petit peu dopés à l'hélium? Est-ce que c'est si fort que ça quand on va vraiment voter dans les comtés? Ce sera à voir. Mais pour M. Trudeau, perdre son château fort, pas être dans la course au Manitoba. Et l'autre mauvaise nouvelle pour M. Trudeau, c'est que Pierre Poilievre rentre en chambre, là, les dents bien serrées, le couteau entre les dents, il veut déclencher des élections. Il a besoin de quoi? De l'appui du Bloc, de l'appui du NPD. Il faut que le NPD et le Bloc votent avec les conservateurs pour renverser le gouvernement. Alors, qu'est-ce que la soirée d'hier fait? Elle donne du courage au Bloc. Tu sais, François Blanchet se dit, moi, là, si je suis rendu que je suis capable de gagner dans l'ouest de Montréal, là, amène-en des élections. Jack Metzing, qui peut-être, on pouvait dire jusqu'à hier, il a peur d'élections, les sondages sont pas bons pour lui. Sais-tu quoi? Il a peut-être pas si peur d'élections que ça. Il est dans la course à Montréal. Il garde son comté au Manitoba. Donc, tout ça pour dire que pour M. Trudeau, lui est dans le trouble. Et la probabilité d'élection, à mon avis, d'élection rapide, vient d'augmenter un petit peu. La probabilité que le Bloc et le NPD aient la dose de courage pour dire on met le gouvernement à porte, vient d'augmenter. Donc, je cherche le positif pour M. Trudeau et je le trouve pas. J'ai l'impression que M. Trudeau est essoufflé. D'un autre côté, il est courageux, là, parce que lui, il est déjà... Ou entêté. Ça revient, ça prend une dose de courage pour rester aussi entêté. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu une bonne nouvelle? Ça fait un méchant moment. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est ça, on s'en souvient pas, mais moi, je regardais aussi la période de questions à Ottawa. On a senti un changement de ton, là, ça a brassé. Autant où des fois, Justin Trudeau vasouille, toutes sortes de choses. Là, il était quand même à l'attaque avec des phrases, là, des sur points. Les conservateurs, sur le NPD aussi. Oui. J'ai trouvé brillante son axe sur le NPD. Il dit, il faut se battre pour les Canadiens, il faut se battre contre les méchants conservateurs. Au moment où la bataille est venue dure, là, le NPD a viré de bord, ils sont partis en courant, ils ont eu peur. Tu vois. Il a interprété déchirer l'entente comme... Quand ça s'est mis à chauffer, quand ça s'est mis à brasser, là, dans la cuisine, là, le NPD, ils ont eu peur, sont sortis de la cuisine en courant. Mais M. Trudeau s'est fait rattraper aussi par ses propos là, sur CJAD, sur justement l'accès aux soins pour les personnes anglophones. Le Bloc québécois lui a remis sur le nez aussi, pas convaincu de son explication non plus.
Ben là, il a fait ce qu'on reproche à Donald Trump, là. Prendre la rumeur de la rue. Ah oui, c'est ça. Tu sais, un chef politique qui prend la rumeur de la rue, parce qu'effectivement, c'est ce qui se dit dans la communauté anglophone à Montréal, là. C'était le eating the dog, eating the cats. Ouais, c'est ça. Les anglophones peuvent plus se faire soigner, même des hôpitaux anglophones. Et lui, il reprend ça en ondes comme étant un fait là, contre lequel il va se battre. C'est la méthode Donald Trump. Ça allait lui revenir sur le nez. Quoi qu'il en soit, on va voir aujourd'hui les réactions à Ottawa à tout ça. Et la question qui se pose, dans le fond, Justin Trudeau a déjà dit que gagne ou perd dans les partiels, lui, il restait. Avec ce matin, il va redire qu'il va continuer à se battre pour les Canadiens. Les réactions, dans le fond, qui vont être intéressantes, ça fait bizarre, mais c'est les réactions des députés d'arrière-ban, là, des députés ordinaires libéraux. Est-ce qu'il y en a qui vont se lever pour dire non, là, ça n'a plus de bon sens? Exemple, des députés du Grand Montréal qui vont dire, ouais, mais là, moi, si on a perdu ce comté-là, moi, je suis dans le comté d'à côté, je vais perdre le mien aussi. T'sais, est-ce qu'il va y avoir ce genre de nervosité dans les rangs libéraux qui vont vouloir demander le départ de M. Trudeau? Et est-ce qu'on aura une annonce bientôt de Pablo Rodriguez, qui est libéré là, après les partiels? La réponse, Alexandre, c'est oui. Là, j'entends toutes sortes d'affaires. Ouais. Moi, je pense que ça n'a pas de bon sens de l'annoncer cette semaine. C'est trop vite, parce que c'est une chose de dire, il attendait que l'élection partielle soit passée, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que ton jupon dépasse. Est-ce que tu fasses au moins semblant que c'était pas ça? Alors moi, si j'étais lui, je dirais, j'attendrais la semaine prochaine. T'sais, pour comme un petit peu laisser passer du temps, laisser couler un petit peu d'eau sous les ponts. Mais, on me dit que la pression est énorme, parce que là, je veux dire, lui, il y a une organisation, dans le Parti libéral, il y a une organisation, le Pablo Rodriguez, qui organise sa course à la chefferie du PLQ. Mais toi, Alexandre, si je te disais, t'es président d'un comité organisateur d'un candidat, mais t'as pas de candidat. Je taperais du pied. Tu taperais du pied. Tu dirais, amène-moi mon candidat, là. Tu comprends? Donc là, il y a énormément de pression. Puis les gens qui sont dans l'équipe Pablo, parce qu'il y a une équipe, le Pablo Rodriguez, dans la course à la direction du PLQ, du Parti libéral du Québec. Mais là, eux disent, à chaque jour, là, ben là, aujourd'hui, je sais pas, moi, l'autre candidat, Charles Milliard, il a fait un déjeuner, il a fait un dîner, il est dans telle région, il fait campagne, il fait signer des cartes de membres, il a obtenu l'appui de tel président de session de comté. Et nous autres, on n'a pas de candidat. On peut même pas, tu comprends, on peut même pas avancer. Notre candidat peut pas faire des rencontres, on n'a pas de candidat officiellement. Donc, une longue histoire pour dire, va-t-il s'annoncer dès la fin de cette semaine, la semaine prochaine? C'est une question de jours, là, de quelques jours. J'avais même encore des gens la semaine passée qui me disaient, ben non, il n'est pas si pressé que ça, il pourrait attendre jusqu'en octobre. Je sais pas. Ça serait quoi le bon timing pour lui? Ben, il n'y en a pas de bon timing. C'est tough, là. C'est parce que tu es un ministre senior à Ottawa, tu n'es pas comme un député derrière. Tu es un ministre senior à Ottawa, un lieutenant pour Justin Trudeau. Fait qu'il n'y a pas de moment où tu vas quitter puis ça va faire bof, là. C'est une grosse affaire, donc c'est une déchirure. Ah, peut-être qu'à la fin, il est aussi bien de dire, regarde, là, comme un plaster, là, tu donnes un grand coup une fois cette semaine et tu y vas, puis c'est fait. C'est fait, puis t'es rendu ailleurs. Scène économique, Mario, oui, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que ça peut quand même avoir des conséquences importantes sur l'accès à la propriété, mais aussi le niveau d'endettement des Canadiens. Une annonce de la ministre Chrystia Freeland, l'élargissement des hypothèques pour une durée de 30 ans. On hausse aussi le seuil de valeur des maisons assurées par la SCHL. Avant, c'était 1 million, ça passe à 1,5 million de dollars. Et cette deuxième partie-là, c'est juste tu suis le marché immobilier. Oui, ben oui, la maison d'1 million il y a 5 ans, c'est la maison, surtout dans des marchés comme Vancouver, Toronto, même Montréal, c'est le condo ou la maison d'1,5 million maintenant, c'est celle d'1 million il y a 5 ans. T'as plus de manoir là, à 1,5 million, là, ça c'est clair. À Vancouver, je peux te dire que non. Ça touchera les premiers acheteurs, mais aussi ceux qui vont se faire construire une maison neuve. Et là, c'est ça, j'ai hâte de t'entendre aussi là-dessus, c'est qu'on se dit, OK, peut-être qu'à court terme, le paiement, par exemple, mensuel, va nous paraître un peu plus accessible. Fait que pour l'accès à la propriété, ça peut être une chose. Sauf que si tu mets pas, par exemple, une mise de fonds suffisamment grande, si tu fais pas de versement accéléré, si tu mets pas des montants d'argent en cours de route de ton 30 ans pour payer ta maison plus vite, ta maison, tu vas la payer 2 fois, Mario. Non, ta maison, tu vas la payer cher. D'abord, juste pour expliquer un peu, des gens... Les gens ont l'impression que ça n'avait pas déjà été annoncé. Ce qui avait été annoncé au mois d'août, c'était que des premiers acheteurs qui s'achètent une maison neuve pouvaient avoir accès aux 30 ans. Il fallait que tu aies les deux conditions. Un premier acheteur qui achète une maison neuve. Là, on a élargi en disant, mais ça ne prend pas nécessairement les deux critères. Un des deux.
des premiers acheteurs y ont accès et des acheteurs qui sont pas à leur première maison, mais qui achètent une maison neuve, y ont accès. Donc, c'est comme si ça prenait les deux conditions. Maintenant, ça prend seulement une des deux. Mais tu sais, il y a des gens qui ont fait un peu l'exercice de calculer là, ce que ça représente concrètement. L'idée, c'est de baisser son paiement. Hein? Tu étires ton paiement sur 30 ans plutôt que 25 ans, tu baisses ton paiement. Mais tu sais, ils l'ont simulé dans le journal ce matin. Tu baisses ton paiement de 100$, là. Mais sur l'intérêt. Oui, sur l'espace de tes paiements, là, qui devient sur 30 ans, tu vas payer 80 000 de plus. C'est une maison, je pense, d'un demi-million. Fait que tu vas payer beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus cher, beaucoup moins de capital. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une question vraiment difficile à répondre. Là. Tu peux-tu vraiment être à 100$ près? T'sais, c'est sûr que moi, là, si c'était un de mes enfants qui venait me voir avec ça, je dirais, écoute, ben là, y a-tu moyen que tu trouves ce 100$-là dans ton budget mensuel pour éviter d'étirer la période, payer un peu plus de capital? Mais oui, des gens qui sont vraiment des premiers acheteurs qui vont se dire, ben, plutôt que de payer un loyer, on se le paye à nous-mêmes. Ça peut aider. Sincèrement, je pense pas que ça va faire basculer le marché immobilier. Puis je regardais les experts qui, la plupart, disent l'impact sur le marché, d'avoir des maisons neuves, nouvelles constructions, il n'y en a pas tant que ça. Un peu ça dans, ralentit un peu dans le condo, effectivement, ça ralentit beaucoup. Alors, je pense pas que ça va être vraiment marquer une révolution, régler la crise du logement, augmenter tant que ça l'accès à... mais hier, c'est dans la presse, j'ai oublié le nom de l'auteur du chroniqueur, mais qui disait... Avec les prix actuels, on va devenir une société d'héritiers. C'est-à-dire que ta meilleure chance d'avoir accès à la propriété, c'est pas tellement que le gouvernement change les règles ou que même que les taux d'intérêt... Si les taux d'intérêt baissent beaucoup, oui, ça aide, là. Mais tu sais, de plus en plus, ce qui va permettre à des jeunes d'avoir accès à la propriété, c'est que leurs parents, leurs grands-parents ont bâti un patrimoine et peut-être vont pouvoir les aider de leur vivant. Mais c'est ça qui va devenir le véritable accès. Là. C'est d'hériter ou d'hériter de façon anticipée. C'est peut-être ça qui va être la clé. En santé, on a hâte d'entendre la réaction de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui doit rencontrer la presse cet avant-midi. C'est Tommy Chouinard de la presse qui nous apprend d'ailleurs que Québec voudrait relier la rémunération des médecins de famille à des indicateurs de performance, des indicateurs de résultats, entre autres la satisfaction des parents, des patients, les délais des rendez-vous, la prise en charge de patients plus vulnérables. Et si on n'atteint pas, Mario, les objectifs qui ont été fixés, il y aurait des pénalités. Alors là, souviens-toi, Gaétan Barrette voulait faire ça. Ça avait été d'ailleurs, fixé comme cible. Par contre, les pénalités qui avaient été prévues à la loi 20, on ne les avait pas concrétisées. Non, parce que Philippe Couillard avait retiré le dossier à Gaétan Barrette à minuit moins une, parce que là, on approchait des élections, puis Philippe Couillard s'était dit... Je remonte en 2018, élection de 2018, le gouvernement libéral est au pouvoir. M. Couillard s'est dit, tu veux pas te mettre les docteurs à dos à veille d'une élection. Fait que la Fédération des médecins omnipraticiens avait passé par-dessus le ministre de la Santé, directement appelé au premier ministre de s'en mêler, et il avait dit à Gaétan Barrette, tes pénalités, c'est non. Gaétan Barrette s'en est jamais remis. Non, toujours, il a encore de travers. Il a encore de travers. Ça, parce que lui disait qu'avec... des pénalités. Il dit que dans le fond, il n'aurait pas appliqué tant que ça des pénalités. On aurait vraiment forcé les gens à donner le service. Et on a plutôt axé une autre stratégie dans les dernières années, à Mario, plus la carotte, là, tu sais, des primes pour la prise en charge de patients plus rapidement, les objectifs. Là, est-ce que c'est un retour au bâton, la stratégie du bâton, et de quelle façon, Mario, ça va être reçu de la part des médecins? On sait déjà, mal. François Legault, oui, c'est sûr, ça va être mal reçu. Mais François Legault t'avait dit à ce micro-ci en début de saison, ça va être long avec les médecins de famille, ça va être pas réglé avant Noël. Ouais. Mais il avait dit la même chose. Il avait dit la même chose de la FIC, puis avec la FIC, c'est peut-être réglé. Peut-être que le conciliateur vient de le régler. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on vient de la vraie question, est-ce qu'on vient de déterrer la hache de guerre avec les médecins omnipraticiens? Est-ce que ça va être ça, le ton là, de la conférence de presse ce matin? Il y a le bloc d'énergie de Nordvolt. Parce que là, le projet de Nordvolt est reporté. Peut-être même certains disent compromis. L'entreprise a des difficultés financières. Mais il y a un bloc d'énergie précieuse, le bloc d'électricité, qui était réservé. On parle de 354 mégawatts.
Et là, Québec qui pourrait retirer à Nordvolt les fameuses mégawatts réservées à l'usine de batterie si le projet, par exemple, prend trop de retard. On pourrait aussi imposer des limites de temps aux entreprises pour utiliser cet approvisionnement en électricité qui est réservé, mais pour pas que ça soit non plus mis de côté trop longtemps. On sait, puis tu y as fait référence, Nordvolt, là, on a revu un peu la stratégie. On a des difficultés financières et le gouvernement de la Suède a fait savoir dans les dernières heures que non, on n'allait pas venir en aide à Nordvolt là-dessus. Pour ce qui est de Nordvolt, ici au Québec, on parle de retard d'à peu près qui pourrait aller même jusqu'à 18 mois. Alors, il y a des craintes, il y a des inquiétudes. Et actuellement, il n'y a pas de pénalités là, qui sont prévues pour les entreprises qui n'utilisent pas l'énergie qui est réservée. Et là, tu as les libéraux, notamment Marois Risky, Mario, qui dit le bloc d'électricité qui est réservé à Nordvolt, les 354 mégawatts, devrait être réattribué à des entreprises qui créent déjà de l'emploi ici. Des entreprises québécoises, d'ailleurs, ils en visitaient une entreprise, Mme Risky et son chef. Par contre, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai pas fait la vérification moi-même, mais des gens qui ont vérifié l'entreprise où eux disaient, regarde, on devrait aider l'entreprise où on est ici, leur donner ces mégawatts-là. Eux en demandaient beaucoup moins, je pense que c'est 16 ou 17, mais c'est beaucoup moins que les 300 de Nordvolt. Mais quelqu'un fait la vérification, c'est bien là, l'entreprise où vous êtes, oui, c'est une entreprise qui a un nom québécois, une origine québécoise, mais aujourd'hui, elle appartient à des Suisses. Ça sera à vérifier du côté libéral. Et finalement, il y a les viols de Mazan, là, cette comparution attendue de Dominique Pélicaud, l'homme qui est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des kidams. Depuis plusieurs jours, son témoignage était reporté par la maladie. On parlait de maux de ventre importants, il avait été hospitalisé. Ouais, et là, il a témoigné pour la première fois, a avoué qu'il était un violeur, assurant que sa femme, son ex-femme maintenant, ne méritait pas du tout ce qu'elle avait subi pendant 10 ans. Il a dit, je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle. Ils savaient tous. Ils ne peuvent pas dire le contraire, parce que ça a été évoqué dans les témoignages de ce côté-ci, de la part des 50 co-accusés dans cette histoire-là. C'est la première fois que Dominique Pélicaud s'exprimait devant le tribunal. Donc lui, il plaide coupable, essentiellement, il avoue tout. Il reconnaît son crime et il coule les autres avec lui. Les autres également. Il revenait un peu dans son passé. Parlait notamment d'un viol par un infirmier lors d'une hospitalisation quand il avait 9 ans, puis sur un chantier quand il était apprenti à l'âge de 14 ans, où il aurait été forcé à participer à un viol collectif. Et il dit, on ne naît pas comme ça, on le devient. J'avais toujours ces traumatismes derrière moi. Il avait la voix là, qui tremblait, reconnaît sa culpabilité, a offert ses excuses, a demandé pardon, même si ce n'est pas acceptable. Et Dominique Pélicaud, on se souviendra, là, lui avait été arrêté dans une toute autre histoire, s'était fait surprendre à filmer en dessous de la jupe là, des dames dans un commerce. Et c'est à la suite de tout ça, lorsque les policiers ont continué leur enquête, qu'ils ont trouvé là, dans son matériel informatique là, des vidéos. D'ailleurs, l'enquêteur là, qui a fait le lien, qui a décidé d'aller plus loin, de vérifier le disque dur, il devient comme un peu un héros en France, où on dit, voici un enquêteur, parce que ça aurait pu être traité comme une petite contravention. Bon, il y a photographie en dessous des jupes, gros innocent, étiquette, mais là, on dit, il y a comme un enquêteur qui s'est posé plus de questions sur le comportement de l'individu, sur les risques, qui a décidé d'aller, et dans le fond, c'est lui qui a un peu sauvé Mme Gisèle, parce que cette affaire-là aurait pu continuer. Et qui, elle, a commenté d'ailleurs, là, brièvement, elle s'est rendue à la barre encore une fois aujourd'hui en disant, je pouvais pas douter de cet homme en qui j'avais toute confiance. C'est ça qui fait mal dans cette histoire-là aussi. Puis bravo marié pendant à 50 ce policier aussi de ne pas avoir tourné les coins ronds, ça aurait été facile. Oui. Non, c'est on souligne vraiment en France ces jours-ci. Voici un policier qui s'est occupé de ses affaires. Une arrestation remarquée à New York. Hier soir, le rappeur américain Sean Combs ou Sean Diddy Combs, ou si vous voulez Puff Daddy, il y a 150 noms. Il est arrêté par la police hier à Manhattan et là, il serait placé en détention à la suite d'une série d'allégations sexuelles, d'agressions sexuelles. Même CNN parle d'enquête fédérale pour trafic d'êtres humains. Là. C'est assez extrême. Là. Bon, ses conseillers à Puff Daddy disent qu'il coopère avec l'enquête, même s'il est impatient de laver son nom. Je ne sais pas comment il va faire parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a 9 plaintes qui ont été déposées depuis novembre 2023. Ces victimes le décrivent comme un prédateur sexuel violent qui utilise de l'alcool et des drogues pour obtenir la soumission. Il y a eu plusieurs témoignages, entre autres en juillet, d'une ancienne actrice de film X, Adria English, qui parler de Sean Combs comme quelqu'un qui se sert d'elle comme un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier de d'autres. Et on va se rappeler également de la vidéo qui avait circulé
de son ancienne compagne en 2016. On le voit la pourchasser dans un couloir d'hôtel. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, là. Oui, c'était Puis il finit par la frapper, tirer par les cheveux, frapper à coups de pied. Oui, c'était... ça n'a pas de bon sens, ces images-là. Puis je veux dire, il y a preuve vidéo, là, donc c'est pas la parole de lui contre la parole d'elle. Et il a aussi déjà fait objet d'allégations de violence dans les années 90 aussi. Donc assurément, on aura plus de détails au cours de la journée, mais... Mais donc là, il a couché en prison, là. Oui, hier soir. C'est arrivé là à Manhattan très tard hier soir. Mais l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie. Débat, opinion et analyse.